Quand on nous prospecte pour un job de commercial et qu'on nous propose 96 000 de package, parce que j'étais boursière échelon 7, c'était vraiment important de pouvoir sortir de ma condition. Commercial, c'est accompagner son client sur une prise de décision. Tu es le CEO de ton territoire. La vente, tout le monde en fait tous les jours. Je m'engage à être ultra réactive, à faire tout ce dont tu as besoin. Par contre, tu me ghostes pas. Moins tu donnes de choix à la personne, moins tu crées de surcharge cognitive, donc plus tu as de vente. La boîte gagne moins d'argent, tu continues d'être payé. Nous, non. La manière dont tu t'habilles, la manière dont tu t'exprimes, dit déjà beaucoup de toi, te plains jamais. Les personnes qui vont voir les directeurs avec des problèmes ne seront jamais vus comme des top performers. Quand tu quittes HubSpot, tu gagnes combien? J'ai fini mon année sur 184 000 euros. Mon premier salaire, c'est 28K. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode chez la Jobsetteuse. Ici, on explore les parcours inspirants des personnes qui façonnent le monde du travail de demain. L'idée, c'est que vous sortiez de ces épisodes avec des outils concrets, des conseils actionnables que vous allez ensuite implémenter dans votre vie professionnelle pour ensuite faire partie du top 1% et surtout construire la carrière de vos rêves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shannon, qui est une experte de la vente. Donc, ça faisait longtemps que j'avais envie de la recevoir ici. Elle fait beaucoup parler d'elle. Elle a beaucoup de choses à nous apporter, beaucoup de valeur. Donc, je fais monter la pression là, mais je suis convaincue que tu es clairement à la hauteur, voire même largement au-dessus de ce que je dis. Et donc, sans plus tarder, je voulais te demander comment vas-tu, Shannon? Je vais très bien, et toi? Je vais très très bien. On reprend l'épisode pour la deuxième fois parce qu'il y a eu un petit souci. Donc, je voudrais bien de préciser. Et donc, voilà, j'aimerais donc que tu te présentes et que tu puisses nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Shannon, j'ai 10 ans d'expérience en vente et j'accompagne les entrepreneurs et les commerciaux à vendre plus et à vendre mieux grâce à la psychologie. Très très bien. Et donc, comment tu tombes dans la vente, Shannon? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est ton histoire et ton rapport finalement à cette discipline-là? Moi, j'ai commencé sur les marchés à 14 ans. J'ai fait toutes mes études dans la vente, donc bac professionnel vente, BTS, négociation et relations clients, et un master en marketing, mais avec une option B2B. Et ensuite, j'ai fait pas mal de jobs à côté, donc j'ai fait du porte-à-porte, j'ai travaillé dans une entreprise qui vend pour les comités d'entreprise, j'ai travaillé dans de l'immobilier, j'ai travaillé en marketing, dans le conseil chez Oliver Wyman, et ensuite j'ai travaillé dans la tech, donc chez Skello, et j'ai terminé chez HubSpot pendant 3 ans, et depuis un peu plus de 6 mois, j'ai lancé mon activité et donc je suis aujourd'hui entrepreneuse. Je comprends que tu es passé par beaucoup de secteurs différents, donc on va bien explorer cela par la suite. Mais avant, je voulais savoir donc ton rapport à la vente. Tu comprends que la vente, voilà, c'est un métier, j'imagine, qui peut apporter beaucoup d'opportunités. Et donc, ma question, c'est de quel type d'environnement tu viens? Est-ce que tu viens d'un environnement où tu avais des parents qui travaillaient déjà dans cet univers-là? D'où vient finalement cet intérêt-là pour ce secteur? En fait, moi, ma mère est toujours monoparentale, donc j'ai grandi sans mon papa, même si je le connais. Elle m'a toujours appris, ou en tout cas poussée à avoir confiance en moi et à m'en sortir un peu toute seule. Mais elle m'a jamais dit tiens, fais des études ou va là-dedans ou quoi que ce soit. C'est juste que je l'ai vue, ma mère est coiffeuse, elle a travaillé un petit peu sur les marchés, donc je l'ai toujours vue un petit peu se débrouiller. Mais ce qui a fait que je me suis orientée vers la vente, c'est vraiment ce fait de me dire je veux absolument très bien gagner ma vie. Commercial et en tout cas directeur commercial, c'est des métiers qui payent extrêmement bien parce que c'est des métiers où tu choisis toi directement ton salaire. C'est-à-dire que tu es commissionné. Comme tu as des commissions, plus tu travailles, plus tu signes de clients, plus tu as de l'argent. Ce que tu n'as pas dans un métier traditionnel où, en fait, tu peux travailler autant que tu veux. C'est au bon vouloir du patron s'il veut te donner une prime à la fin de l'année. Commercial, c'est pas le cas parce qu'en fait, plus tu fais rentrer d'argent, plus tu gagnes de l'argent puisqu'en général, tu as soit un pourcentage sur le chiffre d'affaires, soit tu as des objectifs qui sont en général proportionnels à un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et donc, ça tu comprends très beaucoup. Vite. Oui, tu le comprends très vite. En fait, t'as toujours. Moi, quand je faisais les marchés, déjà, on avait un fixe, mais on savait qu'on avait une petite prime si on avait bien bossé, si on faisait un peu de vente additionnelle. Donc, il y avait toujours ce côté-là de vente. Et quand je faisais du porte-à-porte, j'étais uniquement à la commission. Donc, à chaque fois que je signais un contrat à 50 euros, tu vois, j'en prenais 62 parce que c'était 50 euros par mois. En fait, ça m'a payé mon premier Mac que j'avais besoin pour mes études. Ça m'a payé mon école de commerce parce que du coup, j'ai mis pas mal de côté avec les marchés, avec le porte-à-porte, avec la bourse, parce que j'étais boursière échelon 7. Et donc, tout ça, ça te crée un rapport à l'argent qui te fait te rendre compte qu'en fait, c'est pas, tu veux pas juste de l'argent pour de l'argent, tu veux de l'argent vraiment pour ce qu'il apporte. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir sortir de ma condition et de ce que j'étais avant,
où j'étais pas du tout sur la même échelle sociale où je suis maintenant, mais c'était une vraie volonté de ma part. Et justement, pour revenir un petit peu plus sur l'enfance que tu as eue, donc tu étudies dans quel type de milieu, parce que tu fais ensuite une école de commerce, donc comment ça te vient en fait? Parce que, a priori, quand on entend ton histoire, on a plutôt tendance à penser que voilà, tu vas avoir plutôt un parcours qui va être très souvent insufflé aux personnes qui viennent pas de milieux forcément favorisés. Je le dis parce qu'effectivement, c'est beaucoup de cas que j'ai vus, des personnes qui étaient hyper talentueuses, mais simplement parce qu'elles venaient pas du bon environnement, ils ont été orientés vers des bacs pro, vers, tu vois, des filières, voilà. Donc, j'aimerais comprendre en fait comment tu arrives à avoir cette voie-là. Quel a été justement ton parcours depuis l'école primaire, secondaire J'ai toujours été une bonne élève à l'école. J'ai toujours eu, je pense, beaucoup de facilité et j'ai de la chance de compter sur une grande mémoire qui, du coup, m'a évité à pas trop avoir besoin de travailler. Donc, il suffisait que j'écoute en cours et j'avais la chance de m'en sortir et d'avoir des très bonnes notes pendant très longtemps. Après, le bac pro, il est venu parce qu'au collège, j'ai eu un accident de voiture et j'ai raté quasi la moitié de ma troisième. Ok. Parce que, du coup, j'avais tout le temps des migraines. Puis en fait, il y a cette espèce de traumatisme qui reste, qui est très compliqué parce que tu fites pas avec les gens autour de toi. Quand bien même, ma mère, elle nous a emmenés, tu vois, on vivait à Sèvres, qui est quand même une ville de riches, faut dire la vérité. Moi, je vivais dans un HLM à Sèvres. Donc, tu vois, c'était ultra paradoxal parce que tu es dans une école avec des gens qui ont énormément d'argent. Toi, pour autant, tu n'en as pas beaucoup. Tu as cette espèce de contraste où, dans tous les cas, en fait, tu pourras jamais vraiment être ami avec eux parce que, un, tu n'as pas les codes et deux, c'est réel, mais en fait, tu peux pas suivre leur niveau de vie, tu vois. Bien sûr. Eux, Bien ils se disent, sûr. bon, on va là, on va à la piscine, on va au truc. Mais en fait, moi, je peux pas aller à la piscine, tu vois, c'est trop cher. Et tous ces petits trucs-là te font te remettre dans ta réalité. Et en fait, en tout cas, on crée une rage en moi de me dire, j'ai jamais envie d'être dans ce monde-là, donc il faut que je trouve absolument tous les moyens pour avoir ce que j'appelle toutes les clés, en fait, qui me permettent d'ouvrir un maximum de portes possibles. Et je savais que ces clés-là, ça passait par le BTS, l'école de commerce, parce que le bac pro, dans tous les cas, était une clé un peu rouillée de tout seul, ce serait pas suffisant, tu vois. Parce que c'est pas pareil de faire Franklin que de faire bac pro vente à Nanterre, tu vois. Il y a quand même une grosse différence. Même chose pour un BTS, ça vaut pas la même chose sur le papier. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que toutes les études se valent. Non, elles se valent pas. Alors que, en fait, pas du tout. Et vous Mais elles se valent pas dans le regard des autres, surtout. Bien sûr. Tu et vois. c'est ce qui compte, finalement, parce qu'un recruteur ou un décideur qui, justement, a un regard biaisé sur une discipline ou une formation par rapport à une autre, va forcément impacter, en fait, la trajectoire que vous allez avoir, ou en tout cas l'admission que vous allez avoir dans une entreprise, etc., etc. Bien sûr. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est souvent des clés qui ouvrent des portes, et plus tu as de diplôme, plus tu as la possibilité d'ouvrir un maximum de portes. C'est-à-dire que tu as une clé qui ouvre plus de portes possibles. Et donc, plus tu te limites dans un domaine, plus tu choisis pas forcément une top école ou un bac professionnel, moins t'as de portes que tu peux ouvrir. Tu vois, c'est tout bête, mais je sais que jamais de ma vie je pourrais travailler en finance et jamais de ma vie je pourrais travailler dans le conseil. Pourquoi ? Ou dans le top conseil. Parce que quand bien même je le veux, ils prennent que du top 3 et de la prépa. Ok. J'ai pas fait top 3, j'ai pas fait prépa. C'est Donc vrai. en fait, même si j'ai les compétences pour aller conseiller des dirigeants, je dis pas que je les ai, mais quand bien même je les ai, en fait, je ne pourrais pas le faire sur papier. Donc la clé que j'ai récupérée à travers mon expérience ne permet pas en tout cas d'ouvrir ces portes-là. Par contre, elle permet d'en ouvrir d'autres, tu vois. Celle de l'entrepreneuriat. Tu sors d'une boîte de conseil, je suis sûre que tu n'es pas forcément un bon entrepreneur. Tu sors de la vente. Je sors de boîte de conseil. Non, mais contre-exemple. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais je veux dire, tu fais du conseil, t'es consultant, c'est très bien, mais en fait, on t'a apporté les deals sur la table. Bien sûr. Maintenant, Et demain, c'est va pas faire du du tout la conseil même en chose. freelance. Ouais. Va chercher tes deals toi-même. T'as je suis jamais d'accord. appris à prospecter. Tu sais pas gérer un deal de A à Z. Et en fait, si tu sais pas faire rentrer du cash dans ta boîte, il y a un problème. Alors que quand tu fais de la vente, c'est comme une course de marathon, mais tu commences en fait 10 mètres avant les autres, 150 mètres avant les autres, parce que le fait de savoir vendre et d'aller chercher tes propres clients fait que peu importe le service que tu proposes basé sur ton expertise, tu es capable de le monétiser. Oui. Et ça, pour moi, tu vois, c'est une autre clé que je valorise plus. Donc, il n'y a pas de clé qui est meilleure que les autres, à mon sens. C'est juste celle qu'on va valoriser et celle qu'on souhaite. C'est juste qu'en choisissant certaines, on se ferme forcément la porte à d'autres. Bien sûr. Et il y en a qui sont universelles, tu vois. Un HEC, tu rentres où tu veux. Bien sûr, bien sûr. Ce que tu dis est très, très, très pertinent. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. C'est toujours, en fait, connaître quelles sont les clés qu'on a, quelles sont les cartes qu'on a en main et savoir valoriser celles qu'on a, en fait. Parce que parfois, on a tendance à vouloir aller chercher ce qu'on n'a pas, alors que déjà, avec ce qu'on a, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, juste pour terminer avec cette parenthèse-là
l'univers dans lequel tu grandis. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les enseignements clés que tu tires en fait de cette expérience, donc de quelqu'un entre guillemets pauvre qui grandit au milieu des riches? Qu'est-ce que ça t'apprend qui aujourd'hui te sert dans ta vie professionnelle ou qui t'a servi précédemment en tant qu'employé, etc.? Plusieurs choses. Je pense que le premier, c'est la manière de s'exprimer. Ça te pousse à essayer de t'exprimer correctement. Donc moi, ça m'a beaucoup poussé. Après, j'ai toujours aimé les bouquins, mais tu vois, à lire beaucoup, à être pas mal axé sur le développement personnel, à essayer toujours d'être une meilleure version de toi-même, de pas t'abattre sur ton sort, parce que en fait, t'es poussé. Moi, en tout cas, j'ai été poussée par cette vision de OK, ça, c'est ce que je veux atteindre. Donc, j'ai pas le temps en fait de me plaindre. Ouais. Faut que j'avance, j'ai pas le choix. Et ce que ça m'a appris d'autres, c'est tout bête, mais essayer la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu t'exprimes, ce que tu dégages, dit déjà beaucoup de toi. Donc, fais attention à ça. Comment tu travailles ça? Comment tu en es arrivée à aussi bien t'exprimer? Je travaille tous les jours. Hein. C'est un travail de tout le temps. Les vêtements, c'est dans quelle catégorie est-ce que tu as envie d'être, en fait? C'est pas un jugement, c'est juste des vêtements. Bien sûr. C'est un marqueur social. Bien sûr. C'est un marqueur social. Donc moi, ça passait aussi par ça, tu vois, essayer d'avoir des choses de qualité, d'être apprêtée, jamais trop maquillée. C'est un peu superficiel, mais c'est des choses que je peux contrôler, en tout cas, et qui sont la première apparence avant même que j'ouvre la bouche ou que quelqu'un sache quoi que ce soit de moi. Ensuite, sur la manière de s'exprimer, alors c'est des choses que je continue encore à travailler. J'ai une coach en prise de parole, etc. Parce que là, avec les médias, en étant sur les réseaux sociaux, je suis forcément beaucoup plus amenée à prendre la parole pour des conférences, même sur du format long, tu vois, de la vidéo YouTube ou du short. T'es pas du tout sur la même manière de t'exprimer que ce que tu peux faire dans ton quotidien. Donc, il y a encore des choses que tu dois apprendre et moi, que je travaille toujours. Mais en fait, ce que ça m'apprend, c'est peu importe le milieu dans lequel tu évolues, tu vas toujours chercher le milieu du dessus, en tout cas pour moi. Tu vois, en tant qu'entrepreneuse, j'aime m'entourer aussi d'entrepreneurs qui ont cet état d'esprit où ils veulent viser les étoiles. C'est très important. C'est super important. Et je sors justement d'un mastermind où j'ai été invitée par Guillaume Moubèche, il y avait David Laroche, Déborah Guillotin, qui est une entrepreneuse, j'ai eu un vrai coup de cœur, Caroline Mignot, on a eu Ulysse Lubin, enfin tu vois, on a eu plein de créateurs et même d'autres entrepreneurs ultra inspirants qui en fait te challenge beaucoup et me font me rendre compte qu'en fait c'est pas inatteignable ce que je veux. C'est juste que ça recrée un nouveau référentiel dans ton cerveau qui du coup te permet d'aller chercher beaucoup plus que ce que tu veux. J'aime beaucoup ce que tu dis et en fait, ce que je veux qu'on retienne vraiment, c'est que l'entourage, ça fait tout. Et en fait, c'est pas parce que vous venez d'un environnement où, voilà, vous n'êtes pas outillé, vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, que vous ne pouvez pas aller chercher cet environnement. Et en fait, finalement, on est responsable de l'environnement qu'on crée. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit l'environnement qu'on a autour de soi. J'ai un abonné, justement, qui m'a écrit là-dessus. Il était en Algérie et il m'a dit, moi... dans mon entourage, j'ai du mal, j'ai l'impression que j'ai un environnement qui me freine et tout. Je lui dis, mais tu sais, t'as qu'à aller chercher l'environnement que tu veux. Il dit, mais je sais pas trop comment faire. Je lui dis, écoute, en vrai, va rejoindre des clubs, des groupes, ce genre de choses et présente-toi. Et il m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touchée quelques semaines après, en me disant, écoute, j'ai suivi ton conseil, j'ai rejoint des groupes d'entrepreneurs sur Facebook en Algérie. Et il dit, ça a totalement changé tout mon état d'esprit. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un conseil que j'ai donné qui me paraît simple, mais qui pour lui a eu un réel impact. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est pas parce que tu grandis dans un milieu où effectivement t'as pas forcément accès à ces personnes que ces personnes restent inaccessibles. Comme dans tout, moi je l'ai beaucoup vu avec l'entrepreneuriat et la création de contenu. Quand j'ai créé mon compte, j'étais une nobody en fait. J'avais jamais mis les pieds sur les réseaux sociaux. Mon compte, je l'ai démarré de zéro. Il y a, écoute, tout pile un an. Ah, félicitations. En plus, pour les pairs que tu as eues, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, tu vois, j'ai rencontré plein de monde qui sont des créateurs que je regardais le soir en scrollant dans mon lit en me disant « Oh, il a l'air trop sympa, j'ai trop envie de le rencontrer. » Et aujourd'hui, je dîne avec ces gens-là, tu vois. C'est incroyable. Et je me dis « Mais en fait, j'ai créé mon environnement et rien n'est impossible. » Et aujourd'hui, je me dis, j'ai aussi envie, tu vois, de donner un coup de pouce à des gens. Enfin, moi, quand j'ai des gens qui me disent « J'adore ce que tu fais, tu m'inspires et tout », je me sens mal à l'aise. Je suis en mode « Mais je suis une nobody. » De quoi tu parles? Non, mais tout le monde est un nobody qui, en fait... j'entends ce truc, tu vois, mais qui fait des choses. Attends, moi, je suis une baby entrepreneuse, quoi. Mais la différence entre un nobody, qui est pas connu et toi, c'est simplement que, en fait, toi, tu as fait des choses et aujourd'hui, on te reconnaît pour ça. Et d'ailleurs, c'est un gros conseil que je donne. Si vous avez du mal à aller vers les gens,
créer du contenu aussi, essayer de prendre la parole, partager votre expertise, parce que c'est aussi un bon moyen de vous faire connaître. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent, en fait, si tu fais des choses de qualité et que tu en parles, de te faire connaître pour ça et parfois aussi d'attirer des gens qui vont venir à toi. Ce que tu dis est très vrai. Moi, il y a des gens, je vais me retrouver là à tourner une interview, je ne le dis pas encore, mais avec un membre du COMEX, une des plus grosses banques au monde. Et en fait, comment est-ce que j'y serais arrivée si j'étais restée consultante chez EY, tu vois? Enfin, jamais ça aurait été possible. Mais parce qu'aujourd'hui, la création de contenu fait que mon travail, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ce que tu dis est vrai et il y a pas mal de choses qu'on peut tirer finalement de simplement sortir de sa petite zone de confort et d'aller vers les gens ou simplement prendre la parole quoi, sur les... Ouais, totalement. Et je sais qu'il y en a plein qui ont peur de ça. Moi, je donne toujours un conseil. Je dis, j'ai encore plus peur de stagner que de sortir de ma zone que de prendre des risques et de sortir de ma zone de confort. La peur de rester là où je suis et de régresser m'inquiète plus que si je ne fais rien. Et donc, la confiance se gagne aussi par l'action et pas seulement par... En fait, t'as pas besoin d'attendre d'avoir confiance pour faire les choses. T'as besoin de faire les choses. Et la confiance viendra au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a plein de gens qui continuent de manquer de confiance en eux, mais qui font quand même les choses. Et en fait, on se rend, enfin, je sais pas toi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs impressionnants et qui, en fait, quand tu les rencontres, ont encore ce syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on l'a tous un petit peu encore, mais certains plus même que d'autres. Et pourtant, d'extérieur, on pourrait penser qu'ils sont excellents. Donc voilà, petite parenthèse, il faut quand même qu'on la fin parce qu'il y a encore plein de choses à dire et que le temps file. Et moi, j'aimerais donc revenir du coup sur justement cette fonction de commercial que tu occupes. Concrètement, est-ce que tu peux revenir sur le métier? En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux revenir justement déconstruire peut-être aussi les préjugés qu'on a? Parce que moi, quand j'entendais commercial, je pensais à celui qui appelait les gens et qui se faisait raccrocher au nez. Personne ne pense à une femme. Personne ne pense à une femme bien quand sûr. on parle de commercial. Déjà un homme, effectivement, et celui qui se prend des vents. Donc, si tu veux, moi, je sais que j'ai toujours eu cette fibre un peu commerciale, etc. Mais une des choses qui m'a pas donné envie d'aller vers cette voie-là, parce que j'aimais aussi beaucoup les chiffres, mais c'était pas la seule raison, c'était le fait que j'avais pas envie d'être celle à qui, en fait, on raccroche au nez. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi aujourd'hui pour toi le métier de commercial? Qu'est-ce que ça représente? Et voilà, qu'est-ce que c'est un bon commercial? Pour moi, commercial, c'est accompagner son client sur une prise de décision. D'accord. Et pour ça, tu dois vendre quelque chose, parce que ça doit l'aider normalement à résoudre son problème. Donc, c'est l'aider à résoudre des problèmes. Et pour moi, la vente et le métier de commercial, en fait, la vente, t'en fais tous les jours, sans même te rendre compte. Tu vas dans un entretien d'embauche, tu te vends toi. Tu veux convaincre une copine d'aller quelque part, ben, en fait, tu es en train de lui vendre la soirée. Tu veux lever des fonds pour ton entreprise, ben, en fait, tu vends ça. Tu fais de la création de contenu, toi, demain, tu négocies avec une marque un contrat, tu fais de la vente, tu fais du commercial. En fait, tout le monde en fait tous les jours. C'est juste qu'on a effectivement cette image du commercial qui est justifié, je pense, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont un petit peu abusé de cette position et qui étaient plus appâtés par se dire je veux absolument toucher ma commission, quitte à ce que je vende à la personne ne lui sert à rien. Et ce que je trouve dommage, parce que c'est une stratégie qui est très court-termiste, alors que c'est un métier qui nécessite du long terme, parce qu'en fait, tu peux gagner très bien, mais du coup, en fait, tu t'habitues à ce niveau de vie-là. Donc, si tu as envie de le garder, tu as intérêt de capitaliser sur les clients existants que tu as pour qu'ils te permettent d'aller en chercher d'autres. Commercial, c'est toujours plus dur au début, donc il faut quand même avoir un peu la niaque, parce que quand tu arrives dans une entreprise, ou même quand tu entreprends, avoir tes premiers clients, c'est toujours ce qui est le plus difficile, parce que les gens ne te connaissent pas, ils te font pas confiance, tu connais peut-être pas encore le produit quand tu arrives dans une entreprise, tu connais pas forcément l'environnement, ou tu n'as pas forcément conscience en tout cas du vrai problème que tu résous, et donc tu n'as pas forcément le bon discours, ce qui fait qu'aller chercher des clients, c'est difficile. Donc au début, tu te prends beaucoup de noms. Mais ce nom-là, il te forge énormément. Parce que ça t'apprend aussi pas mal la résilience, ça t'apprend que chaque non te rapproche d'un oui, ça t'apprend que en fait c'est pas personnel, c'est pas toi qui dis non, c'est juste à ce que tu es en train de lui proposer. Et surtout, ça t'aide dans ta vie de tous les jours, parce que ça te pousse aussi à essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens refusent les choses, et donc d'essayer de les amener peut-être à avoir une vision différente. Et donc pour moi, ça regroupe tellement de compétences que tu peux absorber de par le métier de commercial, si toutefois tu capitalises dessus, que ça reste un métier incroyable quand toutefois il est bien exécuté. D'accord, ok. Après, tu as bien évidemment dans les métiers de commercial cette notion où tu es payé à la commission. Donc ton job consiste ça dépend des entreprises, et tu as différents rôles dans le métier de commercial. Tu peux avoir des personnes qui vont uniquement gérer de la prospection ou uniquement s'occuper de gérer la demande entrante, donc de qualifier des prospects qui viennent te faire des demandes de devis par exemple ou d'informations. Tu peux avoir ensuite ce qu'on appelle des sales, des account exécutifs. Donc là, c'est les personnes qui vont avoir un lead qualifié, donc soit passer par quelqu'un,
soit qu'eux-mêmes est allé chercher et vont s'occuper de gérer tout le process de vente. Et ensuite, tu as toute la partie vente additionnelle, vente de produits supplémentaires ou complémentaires. Et là, ça peut être également un autre poste. Donc dans la tech, ces postes-là, ils sont un peu répartis, et ça a été inspiré des États-Unis d'ailleurs, parce que c'est les Américains qui fonctionnaient beaucoup comme ça, où ils avaient ce qu'on appelait des SDR, des BDR, donc Sales Development Representative, donc c'est le début du cycle de vente, donc c'est vraiment la prospection ou la qualification. C'est que la prospection. Qualification ou prospection. D'accord. Donc tu fais vraiment que ça. Ensuite, tu as le sales, qui est en général le SDR, le BDR, passe sales après avoir expérimenté ça. Et donc lui, c'est ce qu'on appelle le account exécutif. Donc il va vraiment gérer le compte, travailler le compte. Aujourd'hui, un sales qui fait plus de prospection, t'en as quand même très peu. Pour la simple et bonne raison que c'est quand le marché se durcit que tu vois les meilleurs. Et que quand le marché se durcit, les gens ont moins envie de dépenser. Donc t'as moins de demandes entrantes. Et donc il faut que tu ailles chercher du business, mon gars. Parce que ta boîte, elle va pas te réduire les objectifs parce que le marché est difficile, tu vois. Ah oui, ça n'arrive pas ça? Non. Ah oui. Ah oui, donc en fait, tu peux te retrouver à perdre la moitié de ton salaire. Oui, mais en fait, c'est à toi d'anticiper. Tu es le CEO de ton territoire. Tu es le CEO de ce que tu dois rentrer dans la boîte. Tu agis comme un associé dans une entreprise. À partir du moment où tu touches un pourcentage sur le chiffre d'affaires, tu as un rôle d'associé dans l'entreprise. Ok. Donc, alors, tu n'as pas un rôle d'associé légalement Bien parlant, sûr. mais tu dois te considérer comme un associé dans le sens où tu es là pour faire rentrer de l'argent parce que tu profites. Donc, si l'entreprise gagne de l'argent, tu gagnes de l'argent. Si elle gagne pas d'argent, tu gagnes pas d'argent. Ce qui me paraît logique en soi. Mais ce qui peut paraître incohérent pour les gens qui font des métiers qui ne sont pas du tout liés au commercial. Mais d'un autre côté, en fait, les gens se disent « Ouais, mais pourquoi le commercial ?» Tu vois, il y en a plein qui sont assez jaloux du commercial parce que c'est celui qui touche mieux, limite, que le patron. Ouais, mais il fait rentrer un demi-million, mon gars. Donc en fait, oui, c'est normal qu'il touche une grosse partie. Tu fais rentrer un demi-million. Ouais, mais oui, mais nous, nous, on stabilise l'information financière. Non, mais tu vois, ils disent nous, oui, nous. Mais bien sûr. Enfin, oui. Je veux dire, chacun peut prêcher sa paroisse. Mais tu touches un salaire pour ça. Oui. Toi, demain, t'arrêtes de faire rentrer. Enfin, la boîte gagne moins d'argent, tu continues d'être payé. Nous, non. Donc, vrai. On dérisque. Tu vois, c'est logique. Bien sûr. C'est pour ça que tu payes toujours un peu plus cher un freelance qu'un salarié, finalement. Oui, bien sûr. Parce que tu dérisques. Si jamais t'as plus d'argent, tu peux arrêter. Ce qui n'est pas le cas avec un job lambda. Donc c'est normal qu'on touche plus puisqu'on dérisque le risque que les salariés lambda n'ont pas. Ok. Donc, tu as cette partie-là et ensuite, tu as l'upsell cross-sell. Et de plus en plus, tu retrouves des jobs où tu as vraiment le 360. Donc, tu dois aller chercher ton propre... Moi, j'ai fait que des jobs comme ça. Tu vas chercher ce qu'on appelle ton pipeline, donc les clients potentiels, tes prospects. Tu les convertis, tu les signes et tu leur fais de la vente additionnelle. Donc, tu les suis même après pour leur vendre des produits supplémentaires ou répondre à leurs questions, par exemple. Ok. Et toi, finalement, tu as eu des expériences à chaque niveau, justement, de la chaîne? J'ai pas fait que de la prospection, j'ai toujours été tout le cycle. D'accord. J'ai jamais fait que le rôle de BDR ou que le rôle de SDR, mais honnêtement, vu les volumes qu'on faisait, je faisais plus qu'un BDR et un SDR. Donc en fait, on avait 3 jobs. D'accord, ok. Et justement, quelle est la différence entre la vente de produits et la vente de services, puisque tu as fait les deux? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, en fait? Très différent. Oui. Très, très différent. Un produit, tu peux le montrer. Un service, tu peux pas. Oui. Donc déjà, le problème, c'est que tout ce que tu te dis, comme tu peux pas le montrer, il y a vachement plus une notion de confiance. C'est comme quand tu fais appel à un prestataire ou à un photographe. La photographe, elle peut te montrer les photos qu'elle a prises, mais elle peut pas te montrer à quoi est-ce que ça va ressembler quand elle prendra des photos de toi. Avant que tu acceptes de travailler avec elle. Mais tu arrives à te projeter, puisque tu Oui, vois... mais en fait, ça dépend que de toi. D'accord. Et chaque personne a une manière de se projeter qui est différente. Donc du coup, tu peux pas faire ressentir l'émotion. Il faut que la personne arrive à se projeter. Donc il faut que ton discours il soit bien travaillé. Et donc, elle a besoin de te faire confiance pour se dire, OK, j'ai envie de travailler avec cette personne. Ok. Quand tu vends un produit, c'est pas la même chose. Tu peux montrer le produit. Donc le produit peut se vendre tout seul. C'est le cas d'un iPhone, par exemple. Le mec, il n'a pas besoin de te pitcher l'iPhone, en fait. Tu le vois, tu fais une photo avec l'iPhone, tu fais « Waouh !» Tu vois ? C'est pas du tout la même chose. Et c'est même pour le SaaS, qui est la tech, qui sont ce qu'on appelle des software as a service, donc des logiciels, mais qui sont vendus sous forme de service, en fait, donc d'abonnement. On peut quand même les montrer. Moi, je l'ai dit toujours, je dis, en fait, vous pouvez avoir une démo qui parle pour vous. Imagine demain, t'es commercial pour ChatGPT, personne connaît l'IA et tu fais une démo. Tu penses que t'as besoin de bien pitcher ? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr. Oui, d'accord. Donc en fait, tu vois, quand tu vends un produit, si t'as un excellent produit, il peut se vendre tout seul. Ok. Est-ce qu'il y a une différence aussi dans le pitch ? Le service, c'est plus difficile. Et dans le pitch, du coup, est-ce que le pitch, il s'aborde de manière différente ou finalement, ça reste un peu le même principe ? Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour bien pitcher un service ou un produit ? En fait, c'est différent parce qu'un produit, souvent, la démo va être l'effet waouh. Et l'erreur que la plupart des commerciaux font, c'est de se dire, comme je vends un produit, je vais laisser le produit se vendre tout seul. Oui, mais non, en fait.
Parce que ce que tu vas montrer, le client ne va pas forcément percevoir l'utilisation. Et D'accord. l'erreur, c'est de montrer tout ce que fait ton produit, parce que tu es tellement fan de ton produit que tu commences à dire, mon produit fait ça, et puis on fait ça, et puis on fait aussi ça, et puis on fait ça. Ouais, mais en fait, le client, il est perdu, il se dit, mais en fait, tu fais trop de choses, c'est pas pour moi. D'accord. Parce que c'est trop compliqué et que ça demande ce qu'on appelle de la surcharge cognitive. Ok. Tu vois? Ok. Et ça crée de la résistance dans le cerveau parce que trop compliqué, je veux pas. Tu vois? Et tu le vois aussi beaucoup dans les études marketing, mais ils avaient fait ça une fois dans un supermarché où ils avaient mis 18 goûts différents de confiture. Ils n'arrivaient pas à en vendre. Ils ont divisé en 3, ils ont mis 6 goûts, ils en ont vendu des tonnes. En fait, moins tu donnes de choix aussi à la personne, moins tu crées de surcharge cognitive, donc plus tu as de ventes. Et donc, quand tu expliques trop de trucs techniques sur ton produit, c'est ce que j'appelle le commercial product pusher. Donc, tu es là, tu pousses ton produit pour qu'il se vende tout seul. Enfin, ça marche pas parce que c'est contre-productif, totalement contre-productif. Sur du service, c'est différent parce que c'est beaucoup ta preuve sociale qui va jouer, il faut que la personne elle te fasse confiance. Donc, ce que tu vas dégager, ta posture, ta tonalité, va pas mal inspirer la personne de se dire « Ok, est-ce que je peux lui faire confiance ?» Je le vois beaucoup dans le service, mais moi, quand je suis coach, je sais que quand je fais des calls de closing, les gens sont en train d'analyser mot pour mot tout ce que je dis. Et je dois pas être déstabilisée parce que je vends du coaching de vente. Bien sûr. Tu vois ? Mais ils vont déjà voir et avoir cette première impression. Donc, c'est la chance que j'ai moi dans le service, c'est que je peux déjà un petit peu démo ce que je vais faire. Parce que je le fais dans le processus de vente. Tu vois, moi, c'est pas compliqué. Quand je close, je te dis, je vais te closer et à la fin, je vais te dire, tu veux savoir comment je t'ai closé ? Ça et ça, tu vois. Et tu vas me dire, ah mais oui, mais c'est mon job, tu vois. Oui, bien sûr. Et le contraire serait plutôt effrayant. Oui, et si je savais pas, ce serait plutôt bizarre. Mais la chance avec ce service-là, c'est que tu peux le montrer. Et donc ça, c'est très appréciable. Mais quand tu as d'autres typologies de services que tu peux pas démo, c'est pour ça que je me considère... Je vends du service, bien, effectivement, tu vois. Donc il y a plein de trucs. Par exemple, une conférence, je peux pas montrer. C'est différent. Parce que je vais pas faire une conférence au téléphone. Bien sûr. Tu vois. Et comment tu fais pour ça, typiquement ? Bah, ils regardent mes vidéos. Enfin, après, c'est de la confiance. En fait, c'est ça. Le problème du service, c'est que c'est beaucoup de confiance. Confiance, preuve sociale. Donc ça joue beaucoup. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des confrères ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Est-ce que tu peux être mis en relation ? La réactivité avec laquelle tu parles. Justement, je tourne une vidéo cet après-midi là-dessus sur YouTube sur comment relancer tes prospects. Quand tu relances dans ton processus de vente correctement tes prospects, c'est aussi une manière de dire je vais être là pour vous après. L'erreur, par contre, c'est si jamais tu réponds plus une fois que tu l'as signé, t'es grillé à vie. Parce qu'en fait, il va se dire t'as juste voulu me closer. Donc, tu peux déjà donner une impression de service. Tu dis que tu envoies un mail, tu l'envoies vraiment. Tu dis que tu relances à telle date, tu le fais vraiment. Moi, quand je bosse avec un prestat, si il ne fait pas ce qu'il dit, je ne bosse pas avec lui. Parce que je pars du principe que si tu n'es même pas capable de le faire dans le processus de vente, tu vas le faire encore moins quand on devra travailler ensemble. Donc, tu vois, tu as des petits red flags comme ça sur de la vente de services sur lesquels tu vas faire attention. Et donc, c'est beaucoup plus de preuve sociale, de rassurer le client, de montrer que tu l'as compris. Donc, c'est un peu plus d'humain que sur du produit. Même si tu as beaucoup d'humain avec le produit, hein. Mais ça dépend de ce que tu vends. Après, il y a des produits qui se vendent avec des services. Tu vois, par exemple, je travaillais pour une entreprise qui fait de la pose de panneaux solaires. Tu as du service et du produit. Et est-ce que justement, tu aurais 2-3 techniques de vente peu connues qui marchent vraiment à nous partager ? Donc concrètement. Ok, vas-y, balance-les nous. Des techniques de vente qui sont peu connues et qui marchent très bien. Peu connue, moi je la donne tout le temps, mais les gens l'utilisent très peu. C'est un peu mon arme secrète. Marie-Christine, est-ce que tu serais contre le fait que toi et moi on discute d'un projet demain ? Non. Voilà. Bien sûr, je vais te dire non. Si je te dis, est-ce que tu serais OK pour qu'on discute d'un projet ? Tu aurais cherché une justification ? Oui. Ça dépend, je sais pas, quel type de projet. Bien sûr, je t'aurais demandé parce que ça me donnera une raison de te dire, en fait, non, je suis pas intéressée. Exactement. Alors que quand je te dis, est-ce que tu serais contre ? Non, je suis pas contre. Après, à voir, voilà, mais je suis pas contre. Et en fait, ça t'ouvre. Donc le contre, c'est comme si je te dis, est-ce que tu hais cette personne ? Non, je la hais pas. Est-ce que tu aimes cette personne ? Non, je l'aime pas non plus. D'accord. Le non redonne le contrôle. Donc aller chercher le non plutôt que le oui. Tourner ces questions négatives. D'accord. Ultra productif. Teste-le sur ta prochaine négociation de collab. Très très bien. T'inquiète pas que ce sera aussitôt entendu, aussitôt testé. Ok. Mais là, en fait, je te dis pas. Ok, je te dis non, je suis pas contre. On évolue dans le process. Je peux très bien t'apporter une objection par la suite. Comment oui, bien sûr. Non, mais là, c'est vraiment. Est-ce que tu serais contre ? C'est juste pour essayer d'amener la personne à voir les choses différemment. D'accord. Ok. C'est déjà ça. Très bien. Ok. Ensuite, une autre technique, c'est ce qu'on appelle l'identity framing. En gros, si je te dis, toi Marie-Christine, tu m'as dit que tu étais une personne qui était ultra minutieuse sur ce que tu faisais. Est-ce que du coup, tu serais contre le fait d'évaluer une solution qui pourrait justement te permettre de rendre ton Instagram un tout petit peu plus parfait ? Ok. Donc là, en fait, je t'ai mis dans une identité de quelqu'un de minutieuse
comme tu me l'as dit. Et donc, comme tu n'as pas envie d'être en contradiction avec le fait d'être quelqu'un de minutieux, tu peux pas me dire non. Très, très fort. Ok. C'est pépitant. Ouais, là, ça, c'est... là, je confirme. Non, mais là, je me projette bien là. Ok. Et est-ce que tu en aurais une troisième? Ouais. Et la troisième, c'est toujours la projection. Comment est-ce que tu projettes ton prospect pour qu'il puisse s'imaginer dans une situation? Et donc ça, c'est la technique de ce que j'appelle le passé, présent, futur. Donc si je dois te qualifier sur quelque chose, je vais te demander, par exemple, je sais pas, tu vas me dire, bah voilà, moi j'ai un peu peur que ça se passe mal. Je vais te dire, mais du coup, Marie-Christine, est-ce que tu peux peut-être me partager une fois où justement ça s'est mal passé? Et là, la personne elle te Là, partage. tu vas me raconter ton histoire, tu vas me dire ça s'est mal passé. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses que cette situation peut être amenée à se reproduire et sous quelles conditions? Qu'est-ce qui ferait pour toi qu'elle ne se reproduise pas? D'accord. D'accord. Et du coup, si je peux t'apporter la garantie que ce type de situation ne peut pas se reproduire, est-ce que tu serais contre le fait qu'on aille plus loin? Trop fort. Très, 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 très forte. Ok. Ok, excellent. Et justement, comment faire dans le cas où le client nous sorte une objection du type je peux pas, c'est trop cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour contrer cette objection? Celle-ci, j'ai un peu eu le seum Ok. parce que je l'ai déjà sortie. Ok. Sauf que Shelby Sap en a fait une vidéo et du coup je pense qu'il y en a plein qui vont penser que je l'ai piqué à Shelby Sap alors qu'en fait je l'ai sorti avant. J'ai trop dégoûté. C'est pas grave. Mais dis-nous, nous au moins on retient que c'est toi qui l'as sorti avant. Non mais il y a pas de je pense qu'on a tous oui, les techniques un peu sûr. similaires. On n'est pas allé chercher. Donc ça m'étonne pas que parfois tu peux retrouver tes techniques. Ça veut pas forcément dire que quelqu'un te l'a piqué. Mais je le précise. Qu'est-ce qui est trop cher du coup, Marie-Christine? Le coût ou le prix? Le prix. Je trouve que c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que j'ai prévu comme budget. D'accord. Tu vois la différence entre le prix et le coût? Ouais. En fait, le prix, c'est ce qui est. En fait, je vois, mais j'arrive pas je saurais pas l'expliquer. Mais Ok. je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Le prix, c'est Ouais. ce que tu vas payer maintenant. Mhm. Le coût, c'est ce que tu vas payer si tu fais rien. Et du coup, toi, tu vas me dire, bah, déjà, ça va te tilter parce que tu vas te dire, oui, mais en fait, si je fais rien, ça va peut-être me coûter plus cher. Donc, le but, c'est aussi de te le mettre en perspective. Ça, c'est la première chose. Et si tu me parles du prix, là, j'isole l'objection. Et donc, je te dis, en dehors du prix, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous empêcher de collaborer? Et si je te dis oui, il y a le fait que voilà, on a déjà fermé voilà, on arrive au terme du budget qu'on a prévu. En dehors du prix, si justement. on met de côté le prix Ok, et que la solution ne coûte pas d'argent, ok. qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de collaborer? Bah en fait rien. Le prix, c'est le seul sujet pour vous aujourd'hui? Oui, c'est le seul sujet pour moi aujourd'hui. Ok. C'est un sujet d'avancement de fonds, donc de trésorerie, c'est-à-dire par rapport au budget que vous avez prévu? Ou est-ce que c'est un sujet de l'entreprise n'a dans tous les cas pas la trésorerie ni cette année ni l'année prochaine pour payer le service? C'est quelque chose qu'on peut envisager au semestre prochain. D'accord. Oui, c'est vraiment une question de timing, Est-ce que je peux vous faire une suggestion, Marie-Christine? bien sûr. Ok. Allez-y. Alors, ça peut être une solution qu'on peut envisager. En tout cas, il faut encore que je me pense sur le sujet, mais j'ai besoin de voir avant avec vous si c'est toutefois possible. Est-ce que si on arrive à diviser le budget sur cette année et l'année prochaine pour essayer de rentrer dans vos coûts budgétaires, ce serait une solution qui serait envisageable? Oui, totalement. D'accord. Si on arrive à trouver cette solution, qu'est-ce qui pourrait justement nous empêcher de collaborer? Bah, je pense qu'on peut totalement envisager de collaborer Ok. ensemble. Vous serez oui. prête à me mettre ça par écrit? Comme ça me permettra d'avoir une J'ai trace besoin- écrite pour vous faire la proposition. D'accord. J'ai besoin de discuter en interne et je vous reviens. Mais sur le principe, ça me va. Là, t'as besoin. Là, en fait, ce qui est pas clair, c'est que du coup, tu dis que tu as besoin d'en discuter en interne, Quand même de valider. de avec quand même moi, valider. hiérarchie. Donc en fait, il n'y avait pas que le budget. Ah, ok. Objection, écran de fumée. Ok. Donc l'objection, j'ai pas de budget, c'était pas une vraie objection. Ok. Bah si, ça aurait pu être. Mais que derrière, parce que tu me demandes un écrit. Oui, mais tu m'as dit. Sauf que du coup, Oui, mais la tu- trace écrite. Si tu me dis que t'es OK. Ah oui, d'accord, je comprends. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Bah, si elle me dit j'ai besoin d'en discuter, Ok. je lui dis d'accord. Juste d'avoir la validation, en fait. Je le dis dans le sens validation. D'accord, oui, mais Ok. en général, la personne qui te dit j'ai pas le budget, faut aussi qu'elle soit décisionnaire. Ok. Ça, c'est quelque chose dont je m'assure avant. D'accord. Si jamais Ok, vraiment tu me ok, dis ok. voilà que t'es pas décisionnaire, parce que sinon j'aurais posé la question différemment. D'accord. Tu vois, ok. je t'aurais dit au début, si tu m'avais dit oui, il faut que j'en parle en interne, je t'aurais dit d'accord, est-ce que votre direction serait contre? J'aurais tourné le truc D'accord, différemment. ok, Là, je ok. pensais que tu étais décisionnaire du coup. Ok. Non, ok, non, mais je t'ai induit en erreur. Mais du coup, ouais, très Non, clair. non, non, très, non, très mais clair. si t'es par exemple, compris. si ça Ouais. arrive, parce que Ok. ça peut arriver, je sais que j'ai plein de commerciaux qui regardent et qui me disent oui, mais du coup, elle me dit ça, je dois en discuter en interne. Là, je rebondis direct en disant, selon vous, qu'est-ce qui ferait que votre direction vous dise non? Mon but, c'est juste d'identifier en fait les red flags. T'auras jamais la confirmation sûre et ça veut pas dire que tu peux le signer à 100%. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu auras le contrôle
que tu auras identifié tous les red flags potentiels et que tu auras sécurisé au maximum ton deal. Donc moi, mon but, c'est d'identifier qu'est-ce qui ferait que la direction dise non. Bah attends, si tu me dis que le budget, si on le découpe en deux, il n'y a pas de raison, donc on peut être OK. Est-ce que vous pouvez me mettre ça par écrit ? Une fois que vous m'avez mis ça par écrit, là, je peux vous envoyer le devis. Et en fait, je sais qu'une fois que tu as mis ça par écrit, c'est ma pré-signature. Oui, et là, en fait, c'est déjà quasi fait, quoi. Enfin, c'est pratiquement 99% fait. Ouais. OK. Et du coup, avant même d'arriver à cette étape, quel type de message envoyer pour ne pas se faire ghoster lorsqu'on prospecte une entreprise ? Quel type de message à envoyer pour ne pas se faire ghoster ? Moi, je le dis au début du cycle de vente. Donc, à la fin du premier call de découverte, j'en parle en plus dans ma vidéo YouTube. À la fin de mon premier call de découverte, je dis bon bah voilà, ravi en tout cas de pouvoir échanger et de rentrer dans un processus d'évaluation du projet pour vous. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On a ensuite un second rendez-vous où on va rentrer un peu plus en détail à la présentation. Moi, de mon côté, je vais mettre des ressources à votre disposition. Okay, donc ça va être des ressources financières, ça va être des ressources matérielles, ça va être des mails, des échanges, etc. Donc là, je parle, en mon cas, quand j'étais chez HubSpot, je parlais des partenaires, etc., que j'incluais dans la boucle. Mon objectif, c'est vraiment d'être disponible et d'être la plus objective possible sur l'évaluation du projet. Par contre, ce que je vais vous demander en contrepartie, et j'ai besoin de savoir si vous êtes aligné avec ça, c'est de m'assurer une transparence totale pendant toute l'évaluation du projet. Si toutefois il y a un événement, on est totalement ouvert pour en discuter. Juste, voilà, il faut qu'on soit prévenu pour éviter d'allouer des ressources inutiles. Et bien évidemment, si jamais il y a un changement de programme ou qu'il y a un mail qui est envoyé, nous, on s'engage à une réponse sous 48 heures. Est-ce que vous pensez que de votre côté, 72 heures, ça semble envisageable ? Et en fait, je pose les bases dès le début. Et si jamais tu me ghostes, je t'envoie un message en disant, écoutez, on s'était engagé sur 72 heures, j'espère que tout va bien. Parce que vous n'avez pas respecté vos engagements alors que moi, oui. Tu vois. Ah oui, aussi agressif ? Plus politique. Mais l'idée, c'est ça. Ok. Mais c'est juste, en fait, dès le début, tu le cadres, tu frames ton prospect en disant je m'engage à être ultra réactive, à te répondre, à faire tout ce dont tu as besoin. Par contre, tu ne me ghostes pas. D'accord. Je préfère que tu me dises non que tu me ghostes. Ok, d'accord. Ok. Et là, c'est très clair parce que tu auras posé le cadre, la personne. Tu poses le cadre dès le début. D'accord. Mais à la fin du premier call, hein, c'est pas t'arrives premier call, tu rencontres la personne. Bon, je vous préviens, par contre, vous me ghostez pas. Attends au moins la fin du premier rendez-vous où tu sais que y a possibilité d'aller un petit peu plus loin. D'accord, ok. Et comment contrer l'objection oui, mais je bosse déjà avec quelqu'un, j'ai déjà un fournisseur. Très bien, ravi de savoir que vous avez déjà géré ce problème en amont. Ça montre que c'est quelque chose de sérieux pour vous. Permettez-moi une curiosité. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous êtes satisfait de vos fournisseurs actuels ? 7 sur 10. Qu'est-ce qui manque pour les 3 points en plus ? C'est vrai que voilà, ça fait un petit moment qu'on travaille avec eux et qu'on voit que voilà, on se sent un petit peu... On pense qu'on pourrait faire mieux. C'est-à-dire qu'on perd un petit peu de temps sur des choses où je pense qu'en 2025, on pourra aller un petit peu plus vite. Est-ce que vous seriez contre le fait peut-être de comparer ce qui se fait actuellement sur le marché ? Au pire, vous avez la chance d'être sûr d'avoir le meilleur fournisseur qui existe et au mieux, vous avez peut-être trouvé quelque chose qui vous amène à une note de 10. D'accord. Très très bien, j'adore les cas pratiques comme ça parce que c'est très concret. Ouais. Et justement, donc toi, tu as bossé dans plusieurs boîtes tech. Notamment chez HubSpot. Comment tu rejoins HubSpot ? Ils viennent me chercher. Ok. Sur LinkedIn. Comment ça se fait ? Donc, aucune idée. Je pense que je faisais des bons chiffres chez Skello et le monde doit être petit. Ok. J'en sais rien. Ok, c'est la RH en interne ? Ouais, c'est la RH. C'est la RH à Dublin en plus. Ok. Mais j'étais pas à Dublin, j'étais à Paris. Ok, d'accord. Donc elle vient te chercher, elle te propose... voilà, t'avais quel niveau de salaire ? On te propose combien ? Comment ça se fait ? Elle me propose 96 000 de package. Et tu gagnais combien avant ? Après, j'étais sur le contrat, j'étais à 38 000. Je suis montée à 45 000, je crois, un truc comme ça. En vrai, j'étais à 60 000. Parce que je dépassais tout le temps mes objectifs et donc j'avais plein de primes. Donc elle vient te chercher, elle te propose donc ce package-là. Et toi, c'est quoi ta réaction ? Comment... Je deviens dingue. Je me dis, c'est pas possible, c'est une blague. Je parle très bien anglais et j'ai cru que j'avais mal compris. Tu connaissais ou pas la boîte ? En fait, je connaissais parce que dans une précédente boîte, on avait essayé de mettre HubSpot en place. Donc du coup, je voyais un petit peu ce que ça faisait, mais j'étais pas familière du tout avec l'outil. Hein.
Après, j'ai travaillé mes entretiens comme une dingue, hein. Quand on nous prospecte pour un job de commercial et qu'on nous propose 96 000 de package, autant te dire que dans ma tête, c'était hors de question que je n'arrive pas à avoir le job. J'ai travaillé comme une dingue pour avoir, le job. En fait, la RH t'envoie plein de cas pratiques. Enfin, elle t'envoie un cas pratique, elle t'envoie plein de ressources, etc. Tu vois, la méthodologie BANT, moi, je la connaissais pas avant de rejoindre HubSpot. Je le faisais, mais je m'en rendais pas compte, en fait. J'avais pas de framework, j'avais pas de choses où je me disais, OK, en fait, ça s'appelle comme ça. Je le faisais instinctivement. D'accord. Et donc, HubSpot, ça m'a apporté pas mal de structure. C'est quoi la méthodologie en question? BANT, oui, c'est ça. c'est une méthodologie de qualification qui permet de s'assurer que tu as un deal potentiel, donc une vraie opportunité. Budget, authority, donc authority, c'est le décisionnaire. Needs, donc c'est les besoins. Timing, c'est sur quel timing est-ce qu'ils veulent mettre ça en place. D'accord. Et après, tu as d'autres méthodologies, médiques, BBDC, enfin, t'en as plein. Mais celle-ci en particulier, pourquoi tu l'as citée? Parce que c'est celle qui m'ont demandé de travailler. Ah, d'accord. Okay. Donc, je m'en souviens pas mal. Très bien. Et donc, comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui postule chez HubSpot et qui aimerait justement se préparer? Les process ont beaucoup évolué par rapport à là où j'étais. Okay. Mais je sais que je crois que tu as un entretien RH, un entretien avec un manager pour voir déjà si par rapport à ton parcours, ça correspond un peu au job. Tu as ensuite un cas pratique, donc c'est un role-play. Donc, c'est une mise en situation où, un peu comme ce qu'on vient de faire, sauf que tu as un manager, tu as un cas pratique, lui, il va jouer le prospect et toi, tu dois le qualifier. Et ensuite, tu as un dernier entretien culture fit avec 2 managers pour voir un petit peu comment t'es un peu est-ce que tu fit en fait avec l'entreprise et ses valeurs. Ah oui, c'est quand même costaud en fait. Ah ouais, c'est costaud de ouf, hein. Ok. Et c'était dur cet entretien? Tout était super dur. Chez HubSpot, les entretiens sont extrêmement difficiles. Oui. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi du coup? Je me suis super bien entendue avec le premier manager et j'avais fait beaucoup de prospection et j'étais très proactive. Et du coup, j'ai pas mal structuré, tu vois, mes explications en disant ça que j'avais fait, que j'avais déjà fait mes chiffres là sur ce mois-ci, que je suis quelqu'un d'ultra proactive en donnant des exemples très concrets. Et je pense que ça lui a pas mal parlé. Donc, il a eu un petit coup de cœur en me disant je te veux absolument dans mon équipe. Et après, pour le roleplay, je l'ai travaillé comme une dingue, quoi. Vraiment, j'ai travaillé comme une dingue. Et c'était quoi? Tu te rappelles un petit peu les questions qu'on t'avait posées? Donc, c'était vraiment similaire à ça, hein. C'était, comme tu disais... C'était cite-moi une situation où t'as raté tes objectifs, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Comment tu l'as vécu? Cite-moi une situation où tu as réussi tes objectifs, qu'est-ce que t'as fait sur le mois d'après et c'était combien? En fait, il te demande vraiment de décrire des moments ou des situations où tu t'es justement retrouvé soit en difficulté, ou comment tu l'as surmonté, où tu t'es fait challenger, où on t'a donné une mission, quels ont été les résultats, où t'as géré un peu des side projects. Donc voilà, toutes ces choses-là, on te demande un petit peu d'y répondre avec des cas pratiques et des exemples. D'accord. Et donc, chez HubSpot, tu intègres en tant que sales, SDR, c'est ça? Non, sales. Account executive, ouais. Ok, account executive. Du coup, c'est quoi la projection, l'évolution que tu as eue en interne et voilà, comment ça s'est passé? J'étais au début sur le small business. D'accord. Donc, small business, c'est que tu gères les entreprises entre 1 et 25 employés, mais il faut savoir que sur du CRM, c'est des deals où moi, mon plus gros deal était à 10K, tu vois, de monthly recurrent revenue, donc c'est un deal à 130K par an sur des contrats de 3 à 5 ans. C'est des deals à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pour ça qu'il faut aussi être proportionnel sur des boîtes à 30 employés. Tu peux aller chercher du très gros deal parce que le CRM est un outil qui est ultra structurant, super important et que forcément on est sur des investissements qui sont importants derrière. C'est l'outil de toute façon qui coûte le plus cher pour les entreprises. Leur CRM. Aujourd'hui sur le marché? Ouais. Ok. Nous, toutes les boîtes avec lesquelles je travaillais me disaient l'outil qui me coûte le plus cher, c'est HubSpot. Ok. Parce que c'est minimum 800 000 euros par mois, quoi. Mais worth it. Ah oui, mais c'est ton CRM en fait, c'est toute ta base client, toutes tes automatisations. T'as pas le choix. En fait, d'avoir un bon CRM, et plus tu grandis, ça impacte tellement ta productivité, c'est tout ton système d'information, que tu vois, oui, bien sûr, il faut que tu mettes l'argent dedans. Après, je suis passée du coup alors, L3 senior, donc en gros, là, tu pilotes, et après, j'étais team lead, donc tu chapeautes un petit peu avec ton manager l'équipe, t'aides les nouveaux, tu vois, moi, j'en ai eu un qui était en congé pat, donc j'ai repris tous ces deals, je l'ai coaché sur les deals. T'accompagnes, donc t'as des buddies, donc t'as des nouveaux qui arrivent et toi tu dois les accompagner, les onboarder, leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne, venir sur leur premier deal. Tu vois, t'as vraiment ce rôle de mini manager un peu quand tu passes senior. Et après, je suis passée sur les grands comptes, donc mid-market grands comptes. Et là, après, t'es sur des deals beaucoup plus importants, des boîtes
jusqu'à 200 ou 250 personnes, voire plus, parce que des fois, c'était pas forcément bien stampé. Et là, vraiment, tu es sur des gros deals, donc des cycles de vente super longs, du 6 à 9 mois, du multidécisionnaire. Tu parles à du CEO. Tu parlais déjà du CEO, mais là, tu parles à du CEO qui gère plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros. Donc, c'est pas du tout la même discussion. Et c'était qui l'interlocuteur en face, du coup? C'est donc du J'ai CEO, j'ai du CEO, du directeur commercial, du DSI, du directeur marketing, des managers, des équipes opérationnelles. En fait, le CRM, ça concerne tellement toute la boîte D'accord. que moi, je peux faire des meetings à 10 personnes. Ok. Et en fonction du client, du coup, j'imagine la posture, tu dois l'adapter, c'est ça? Comment Ta ça se posture, passe? tu l'adaptes pas mal aussi. En fait, tu dois vraiment... Moi, déjà, je suis femme et je fais très jeune. Ok. Donc, du coup, il y a beaucoup ce côté mais c'est qui cet enfant qui vient dans le coup. Qui vient m'expliquer que Non. mon organisation peut être Non, mais c'est optimisée. ça. Et du coup, tu dois très très vite être ultra structuré. Donc moi, j'avais des process qui étaient assez clairs. Je partageais toujours un PowerPoint, je renvoyais toujours les recordings, la structure, le mail bien fait au bon moment, les langages techniques, je les avais. Donc du coup, ça apporte cette crédibilité. Donc c'est-à-dire qu'en termes de posture, je faisais déjà mon travail en amont de qui est la boîte avec qui je vais parler, qui sont ces personnes. Je regardais sur LinkedIn, je créais du lien très rapidement. J'essayais de mettre les gens à l'aise, mais tout en restant extrêmement professionnel, en utilisant des termes techniques. Ah, j'ai vu que vous aviez ça, tiens, j'ai pensé à tel client qui a fait ça. Moi, j'étais très curieuse des personnes avec qui je parlais. Et donc, du coup, ça me permettait tout de suite de créer un climat de confiance. Et donc, en termes de posture, il y a beaucoup plus cette notion d'expertise. Mais pourtant, j'oubliais pas ma structure de je posais les questions très difficiles. Moi, j'adore poser les questions difficiles. C'est toujours une quoi, les question de questions tonalité. difficiles? Les questions difficiles, c'est pour avoir un petit peu une idée, Marie-Christine, en termes de chiffre d'affaires, on se situe à peu près où sur les 3 derniers mois? Mais est-ce qu'il a envie de te donner son chiffre d'affaires? On me le donne tout le temps. Ok. D'accord. Ça dépend de la tonalité et du lien que tu as créé avant. Et pourquoi c'est difficile, du coup? Parce qu'il y Ouais, en c'est a une donnée plein sensible. qui... Ouais, c'est Mais des bien données sûr. sensibles. Bah oui. Donc, j'ai le chiffre d'affaires, votre marge, et combien vous avez d'employés, et quel est le salaire de vos commerciaux. C'est pas facile à poser comme question Mais à des bien sûr. dirigeants. Mais bien sûr. C'est des questions sensibles, des données sensibles. Mais justement, c'est pour ça que je te dis pourquoi c'est une question difficile si finalement tu as posé le cadre. Comment tu poses ce cadre-là, du coup, pour qu'il arrive? C'est quoi? C'est Dès que le tu début, connectes. En fait, dès le début, moi, je pose des questions qui sont vachement liées aux enjeux. C'est aujourd'hui, pour que je comprenne un petit peu votre écosystème, donc je mets toujours beaucoup de contexte, pour que je comprenne un peu votre écosystème, aujourd'hui, vous vous situez où sur votre marché? Est-ce qu'on est plutôt leader? Est-ce qu'on est plutôt challenger? Est-ce qu'on est plutôt suiveur? Où est-ce que vous êtes? Ok, comment, pourquoi? Comment est-ce que vous étiez il y a quelques années? Tu vas passer. Aujourd'hui, vous êtes où? Demain, vous aimeriez être où? Ok. Juste pour que j'ai plus de contexte, c'est quoi le chiffre d'affaires un petit peu de la concurrence aujourd'hui? On parle de quelle échelle? Qu'est-ce qui vous manque concrètement? Ok. Aujourd'hui, vous avez combien de clients? Du coup, comment est-ce que vous allez aller chercher cette croissance? Combien de leads il vous faut? Si je vous pose toutes ces questions, c'est très simple. C'est pour comprendre comment vous, demain, vous allez utiliser le CRM. D'accord, ouais. Donc, du coup, tout de suite, en fait. Tu contextualises, en fait. Bien T'expliques que sûr. cette question, c'est pas de la curiosité malsaine. Mhm. C'est juste que t'en as besoin comme information pour réussir à obtenir ce que tu veux. Mais en fait, le fait de poser le cadre avant t'évite la frustration de je lui ai répondu à ces 2 questions, là elle commence un peu à me gonfler avec sa question sensible, tu vois. Comme j'ai mis le contexte dès le début, il se dit oui, c'est vrai qu'il faut que je sache, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple de deal qui a été particulièrement difficile à closer et comment tu y es arrivé? J'ai eu un deal qui a été un peu difficile, je m'en souviens encore. Je crois qu'ils sont toujours clients, enfin, ils sont toujours clients HubSpot. En fait, ce deal-là, il a été difficile parce que, alors je peux pas trop donner de contexte, que c'est confidentiel, mais je discutais moi avec ce qu'on appelle le directeur des opérations. Donc le directeur des opérations, c'est celui qui va s'occuper de toute la stratégie un petit peu commerciale, qui va mettre en place les outils, qui va s'occuper de la génération de leads, etc. Donc il s'occupe un peu de toute la partie opérationnelle pour les commerces, ce qu'on appelle le RevOps. D'accord. En anglais. Et en gros, ce mec-là était pro HubSpot. J'en avais un autre marketing pro HubSpot, tu vois. La problématique que j'ai, c'est que j'ai un directeur commercial qui arrive pro Salesforce. Ah oui. Donc il m'en a fait voir de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres. Il arrive en meeting, mais non, mais ça Salesforce le fait mieux. À un moment, il me dit ouais, vous intégrez la méthodologie médic. Je lui dis c'est-à-dire. Il dit vous connaissez pas médic. Ah oui. Terrain hostile au plus haut. Ah mais le terrain le Ok. plus hostile. Ok. Je dis c'est pas le sujet. Le sujet c'est pourquoi est-ce que vous voulez intégrer du médic dans le CRM? Quel est l'objectif, tu vois? Et tu vois, j'étais là en train de lui démontrer par A plus B qu'en fait ce qu'il voulait, c'était pas utilisable pour les équipes, en disant en fait ce que vous voulez, c'est un truc que personne ne va jamais utiliser.
Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis commerciale et que quand on est en train de gérer un deal, je vous assure qu'on n'est pas dans notre CRM en train de vérifier notre checklist de médic. Donc intégrer le médic directement dans le CRM, ça n'a pas forcément de pertinence. Intégrez-le plutôt, soit directement dans le gong ou dans l'appel, dans l'enregistrement, etc. pour analyser justement ce qui manque. Soit, si vous voulez le mettre dans le CRM, j'ai aucun souci. Par contre, je préfère vous prévenir, vous allez avoir un taux d'utilisation qui est pourri, quoi. Parce que je le sais, tous ceux qui l'ont mis en place, les commerciaux ne l'utilisent pas vraiment. Donc moi, je dis ça pour vous. En fait, vous êtes en train de tilter sur quelque chose qui sert à rien. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était un peu l'esprit. Et le problème, c'est que derrière, tu as le directeur général qui, lui, vient de recruter un directeur commercial à 350K. Quand il demande le CRM, ça concerne le directeur commercial puisque c'est lui directement qui va être concerné sur la partie, en tout cas, qui concerne les équipes. Sauf que je comprends, le CEO, il dit, moi, je ne vais pas prendre un outil pour le marketing, un outil pour le service client et un outil pour les commerciaux. Donc, j'ai dû pas mal rechallenger le directeur commercial. Je lui ai posé plusieurs fois plein de questions difficiles. Il a fini par vouloir me recruter. Ça se passe très souvent comme ça quand tu es face à un directeur commercial qui est très challengeant, parce que du coup, il te teste un peu. Mais en fait, il veut voir jusqu'où tu vas aller. Et à la fin, évidemment qu'il veut t'avoir dans son équipe. Et à la fin, on a négocié jusqu'au dernier moment, jusqu'au 24 décembre, je crois. Ok, c'est quoi comme cycle de vente, du coup, en moyenne, ça, c'est 6 mois. 6 mois, ah ouais, oui, donc c'est du travail... ah oui, non, mais c'est 6 mois à se voir toutes les 2 semaines. Hein. T'as 10-12 meetings, bien sûr. Mais comment tu sais ce qu'il faut prioriser, parce que j'imagine que tu as d'autres clients à gérer. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça le problème, c'est qu'après, si à la fin et des de deals comme ça, tu dois en signer entre 5 et 8 par mois. Ah oui. C'est très challengeant, les boîtes américaines comme HubSpot. Hein. C'est pas t'es en Champions League. Hein. Moi, je le dis tout le temps. Je dis, je joue pas en Ligue 2, quoi. Je suis en Champions League, les gars. Donc, en fait, on joue pas du tout à la même échelle. Je suis pas commercial, tu vois, où j'ai des leads qui arrivent. Moi, je fais mon truc, mon flow, ça signe tout seul. Tu vas aller chercher les deals. Tu les veux, tu vas les chercher. Sinon, t'es viré. Si tu fais pas 70% de tes objectifs, t'es viré, ouais. Ah oui, d'accord. Et justement, je sais que tu as été tu as été une top performer chez HubSpot. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période-là? Comment vous êtes récompensé? Ouais. Donc, tu pourrais nous raconter un petit peu. On a ce qu'on appelle le President's Club. Et donc, dans les boîtes américaines, alors c'est le cas chez LinkedIn, Workday, plein d'autres, où en fait, si tu fais partie du top 1% commercial de ta boîte, on t'offre un voyage avec ton +1 dans une destination qui est choisie à l'avance. Et moi, sur mon année, ils nous l'ont annoncé, donc ils l'annoncent toujours 1 an avant, et c'était les Bahamas. Alors moi, autant te dire que je suis arrivée en janvier, j'ai dit, je pars aux Bahamas. C'est non négociable, je pars aux Bahamas. Et du coup, on est allé aux Bahamas, et donc j'ai invité mon copain, et c'est 4 jours, tout frais payé, dans un hôtel de luxe. Incroyable. On a 500 € sur place à dépenser, on a des activités gratuites, on a mangé du homard 2 fois, enfin c'est T'invites pas ta maman? Déconnant. J'ai invité mon copain. Ah. C'est vrai que c'est dur. Ça fait 8 ans que je suis avec lui, c'est compliqué, quoi, tu vois, c'est pas un petit copain de passage, quoi. Je peux pas lui dire, chérie, je vais aux Bahamas sans toi. 8 ans qu'il me supporte. C'est lui qui était là quand je galérais sur mes deals. Hein. Je peux lui donner une récompense quand même. C'est vrai, on n'en parle pas assez, mais les copains qui sont là et qui te soutiennent, ah non, mais quand il me voyait en PLS à 21h en train de négocier avec, justement, lui là, le 24 décembre, il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est Noël. Oui, mais faut que je le signe. Il méritait les Bahamas, il méritait. Quentin, si je le signe, on va aux Bahamas. Bravo. Et justement, comment tu y arrives en fait à justement devenir top performer? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont plan d'action dès le début. ont... En fait, plan d'action dès le début, c'est combien je dois faire de chiffres, donc je le divise par le nombre de mois. Okay. Combien j'ai de pipeline aujourd'hui, donc. Non, mais là tu dois pas que faire tes objectifs. Là tu dois faire plus. Comment tu. Oui, c'est ça. Oui, donc quel est l'objectif que je dois faire pour partir aux Bahamas? Ok. Si tu as 110% de mes chiffres, ça représente un peu plus d'1,3 million. Pour faire 1,3 million de ARR, ça correspond à combien en MRR, donc en monthly? En monthly, du coup, ça correspond à combien sur 12 mois? Ça correspond du coup à combien de pipe générés basé sur mon taux de conversion, avec une petite marge d'erreur. Ça correspond du coup à combien d'appels. Et en fonction des appels, ça correspond du coup à combien de deals que je dois sourcer. Ah oui, d'accord. Donc tu as combien de comptes je dois aller chercher. Et donc du coup, en fait, j'ai décomposé tout ça. Et tous les jours, j'allais sourcer 20 comptes. Sur ces 20 comptes, je faisais 50 appels par jour. Sur ces 50 appels par jour, je savais que j'en convertissais X. Donc je savais que j'avais le pipeline. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle des petits coups de chance de temps en temps, ce qui est vrai, où tu as des petits deals comme ça qui tombent, que tu as travaillé depuis des semaines et qui reviennent. Et bim, tu les avais pas prévus. Et bim, ça re-signe, tu vois. Des deals que j'avais perdus en janvier, ou que j'avais perdu en mars, ou en avril, je me disais, ça y est, c'est mort, c'est impossible et tout, qui sont revenus en septembre, octobre, et
ça m'a refait décoller, tu vois. Ok. Donc, c'est pas linéaire, hein. C'est pas Ok, tous les mois tu très fais. bien. C'est, Ok. t'as un mois tu fais, un mois tu fais, un mois tu fais. Avril, mai, juin, tu te chies dessus. Tu sers, Ok. t'es pas bien, tu Uh-huh. vois. Juin, juillet, tu arrives. Août, tu souffres. Septembre, tu cartonnes. Ce qui est ouf, c'est que quand j'ai fait l'année du President's Club, Mhm. j'avais un objectif. Fallait qu'en septembre, donc j'étais un peu loin, fallait qu'en septembre, je fasse $8 000 de chiffre. Ah oui. Mon pipeline Mhm. faisait 6 000 balles. Ah oui. J'ai fait 10 000. Je suis allée chercher, dans le même mois, plein de deals. Enfin, j'étais une malade. Je me disais, c'est hors de question que j'y arrive pas. Et je suis allée chercher tous les deals que j'avais. J'ai closé tout mon pipe. T'as un conseil justement aux commerciaux qui ont envie vraiment d'être des top performeurs? Mets-toi une pression. Enfin, ouais, mais en fait, t'as pas d'excellence sans pression. C'est comme si tu demandes à un athlète s'il est pas stressé avant un match. Et si tu veux jouer en Champions League, mon gars, va falloir que tu aies la pression d'Mbappé, quoi. Bah oui, mais c'est vrai, tu vois. En fait, faut arrêter. Faut pas que ce soit idéaliste, tu vois. Commercial, c'est pas un métier. Enfin, il y a aucun métier aujourd'hui où tu gagnes beaucoup d'argent et tu n'as pas de stress. T'es consultant et tu gagnes 300K par an. Bah en fait, t'as des board meetings, t'es pas bien, tu vois. On te demande pourquoi est-ce que le client est pas content, pourquoi est-ce que t'as pas ramené tel deal, tu perds des gros deals, des gros appels d'offres. Bah en fait, oui, tous les métiers où tu gagnes beaucoup d'argent, tu sacrifies toujours quelque chose. Bien sûr. Et Il y a un prix à crois-moi payer. qu'il y a toujours ta santé derrière. Il y a toujours un prix à payer. Tu ne peux pas, aujourd'hui, c'est utopique. En tout cas, ça peut marcher peut-être sur une courte durée, je dis pas le contraire. Mais sur une longue durée, tu ne peux pas travailler, gagner beaucoup d'argent. C'est pas possible. C'est vrai que c'est compliqué. Mais ouais, non, mais c'est impossible. C'est utopique. Non, mais c'est impossible. Faut En fait, ça arrêter. peut marcher effectivement sur une certaine durée. Ouais, mais c'est ça marche. Allez, un an et demi. Voilà. C'est pas Maximum. possible, Mais au bout bien d'un an et demi, Mais bien sûr. tu as tout perdu. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est logique, en fait. C'est normal. Il n'y a rien sans rien dans la vie. Donc, ceux qui me disent, oui, mais comment tu fais? Toi, t'es pas stressé. Mais si, je suis stressée. C'est juste que je fais abstraction, en fait. J'ai peur, j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais Je suis humaine comme tout le monde. C'est juste que je ne le prends pas en compte. Justement, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, en faisant mes petites recherches, que ton ancienne directrice chez HubSpot disait de toi que tu étais une top sales au niveau d'exécution rare, avec une discipline de fer et une vraie exigence dans tout ce qu'elle entreprend. Tu vas droit au but. Donc, justement, comment tu arrives, j'imagine que c'est parce que vous entendez bien aussi, qu'au-delà de ton travail, etc., tu as pu aussi rendre visible ce que tu faisais. Bon, ça se voit rapidement, mais est-ce que tu as des conseils justement à ceux qui arrivent dans des grandes machines comme ça, qui ont envie aussi de construire ces liens-là avec la direction et voilà, de briller aussi par leur travail, quoi, et de le faire reconnaître. Te plains jamais. Les personnes qui vont voir les directeurs avec des problèmes ne seront jamais vues comme des top performers. Et auront du... Après, quand t'es sales dans ces grosses machines, t'évolues, c'est juste les chiffres, t'as pas vraiment de politique. En tout cas, pas à ces niveaux-là, la politique vient un petit peu après. Donc, te plains pas, viens toujours apporter des solutions, sois ultra proactif et surtout, sois au rendez-vous sur tout. C'est-à-dire, tu sais, tu vois... Tiffen, justement, demandait qu'on soit au rendez-vous sur le nombre de calls, le nombre de pipes. Même si tu fais pas tes chiffres, tu es au rendez-vous sur tes activités. C'est-à-dire que même si tu n'as pas le résultat, tu as mis l'effort. Donc, tu viens à l'entraînement tous les jours, tu cours tous les jours les kilomètres que tu dois courir, tous les jours, tu fais des passes décisives, tous les jours, tu t'entraînes et tu joues le match. Si le jour du match, tu perds, si tu as mis les efforts, c'est pas grave. Il y a des choses au bout d'un moment que tu peux pas contrôler. Mais le fait que tu mettes les efforts et que tu essayes et que tu sois toujours ultra positif et que tu t'inspires des autres et que tu sois toujours « Ah tiens, j'ai vu ça, ce serait trop bien qu'on améliore ça. Du coup, je me suis dit que je pouvais le partager à l'équipe. Selon toi, quelle est la meilleure manière de le partager à l'équipe ?» Et tu viens vraiment sur un conseil stratégique précis et pas « J'ai un problème, je sais pas trop comment faire. » Mais en fait, t'es forcément respecté. T'es forcément respecté. Avant de quitter HubSpot, donc du coup, tu finis à combien en fait? Quand tu quittes HubSpot, tu gagnes combien? J'ai fini mon année sur ma dernière fiche d'impôt et d'ailleurs, j'ai un petit rattrapage des impôts qui fait très mal. 184 000 euros sur ma dernière fiche de paye. Donc quasiment 200K. Et tu pars Par ton an, premier salaire. ouais, par an brut. Et ton premier salaire, c'était 34K. Mon premier salaire, c'est 28K Ah, c'était 28K. annuel. Non, mais l'ascension, elle est énorme. elle est inimaginable. C'est fou de gagner autant d'argent, tu vois. Surtout quand on vient effectivement Après, pas si on est d'un en milieu où France tu as avec les l'habitude, impôts, etc. Ça va vite. Non, c'est vrai. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. t'es pas millionnaire non plus, hein. C'est vrai, mais c'est quand même beaucoup d'argent et ça C'est faut le beaucoup dire. d'argent. Comment on gère le syndrome de l'imposteur justement quand on a une telle évolution et notamment une telle ascension sociale en fait? Comment on gère ça? Ça se gère par l'action. C'est ce que je dis, le syndrome de l'imposteur, je l'ai, c'est juste que je le prends pas en considération. Je l'ai, je le ressens, et je suis là en mode, ok, t'es là.
mais je vais continuer à faire ce que je dois faire. Très, très bien. Il y a des personnes qui t'inspirent, Chanel? Oui. Qui ça? Beaucoup. Bah, quand j'ai fait le mastermind, j'ai pris une dose d'inspiration folle. Guillaume Houbèche, GOAT. J'ai pas d'autres mots. Pourquoi? Bah, parce que Guillaume, il a créé l'Emlist, enfin l'Empire avec je ne sais combien d'outils. Il est allé sur un des marchés les plus difficiles, challengeant. Il a une boîte en bootstrap qui fait plusieurs millions d'ARR avec une équipe qui gère très bien. C'est humainement quelqu'un d'incroyable. Enfin, GOAT, quoi, j'ai pas d'autres mots. Top. Il m'inspire énormément. J'ai été inspirée là par une femme, Déborah, si tu regardes ce podcast, petit bisou. Déborah Guillotin, que j'ai rencontrée au Mastermind, inspirante de ouf, quoi. Ok. Enfin, elle a tout construit toute seule, elle a racheté sa boîte. C'est incroyable, quoi. J'irai voir. La boîte où elle était salariée, elle l'a rachetée, elle en a fait un mastodonte. C'est fou. Caroline Mignot, j'aime beaucoup aussi, très inspirante de ce qu'elle a fait. Et ceux que j'ai vus, en tout cas au Mastermind, m'ont énormément inspirée. David Laroche, sa femme Julie Laroche, incroyable. Et même Ulysse Lubin, même les deux Nicolas qu'on avait. On avait un Nicolas Spice aussi, un autre Nicolas. Et Baptiste aussi. Enfin, plein d'autres personnes. Toutes ces personnes-là m'ont énormément inspirée. Et elles m'inspirent toujours. Ok. Tu recommanderais un livre sur la vente à quelqu'un justement qui a envie de se former, d'être meilleur, que ce soit un commercial ou voilà, un chef d'entreprise qui a vraiment envie Le problème des livres, de faire grossir, c'est qu'en fait, tu n'utilises que 10%. Mm. Tu retiens que 10% et tu appliques 1%. Donc moi, je ne recommande pas des livres. Ok, tu recommandes quoi? Je trouve que c'est bien les livres, mais seulement quand tu as vraiment la capacité d'appliquer les conseils des livres. D'accord. Et que tu es capable de les relire plusieurs fois. Donc Challenger Sales, c'est un très bon livre. Ok. Challenger Sales. Challenger Sales. Quels sont tes projets, toi, du coup, pour la suite? Donc, tu quittes HubSpot, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Voilà. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Aujourd'hui, donc, je suis toute seule, mais du coup, on a pas mal cartonné. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas arrêté. Et donc, là, j'accompagne des entrepreneurs en individuel. Donc, j'ai un peu quasi une dizaine de personnes que j'accompagne en one-one, en individuel sur 3 mois. Et j'ai mon académie, donc là c'est des groupes de 10 personnes où on travaille sur tout le cycle, mais c'est beaucoup de simulation. Donc il y a le e-learning et la formation en accompagnement, donc toutes les semaines. Et après j'ai aussi à côté 2 IA que j'ai développées, donc une IA pour s'entraîner avec un faux prospect et une deuxième IA qui analyse tes appels. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue à marcher et de continuer à avoir des commerciaux et des entrepreneurs heureux de vendre, parce qu'en tout cas c'est ce qui en ressort quand ils sortent de la formation. Même pendant, je pensais pas que la vente c'était comme ça, et en fait j'aime bien. C'est trop cool. Merci beaucoup, Chanel. Ça a été hyper intéressant comme interview. J'ai vraiment merci adoré. À toi de m'avoir reçu. J'ai beaucoup appris, moi aussi. Hein. Tu vas aller négocier tes deals maintenant. Mais clairement, là, je suis armée, outillée. Si vous appliquez pas les conseils reçus aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai prévu de les appliquer. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ta générosité. Avec j'ai plaisir. vraiment adoré l'interview. Et vraiment, on peut te souhaiter que le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi. On continuera de suivre tes aventures. Où est-ce qu'on peut te retrouver? LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok. Newsletter, je suis sur toutes les plateformes, shannon.sales. Excellent. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit donc au prochain épisode et à bientôt. Bye.